C'est l'incroyable histoire d'une croisière partie pour 4 mois autour du monde, alors qu'un virus allait bouleverser la planète. Après avoir découvert Rio de Janeiro, c'est trop beau. Buenos Aires, impressionnant, hein? Et Ushuaia, trop mignon. Les passagers du Magnifica vont encore en prendre plein les yeux avec les merveilles du Pacifique. À commencer par la mythique île de Pâques et ses statues moaï. Malgré les dangers d'une tempête annoncée, pour rien au monde, Corinne et Laurent ne seraient passés à côté de cette escale. C'est pas dommage d'être si proche et de pas y aller. Pour ce couple, tout change il y a 5 ans, lorsque Corinne contracte une maladie qui la laisse handicapée. Cette excursion, c'est le rêve de Laurent. C'est incroyable d'être là, incroyable. Et Corinne va se surpasser pour la partager avec lui. Leur tour du monde est une revanche sur la vie. Stéphane et Jessica, eux, sont en couple depuis 15 ans. Ces deux coiffeurs marseillais sont passionnés de croisière. Oh là. Et s'ils font ce tour du monde, c'est aussi pour découvrir des endroits insolites, comme Pitcairn, l'île la plus isolée de la planète. C'est vraiment un petit caillou perdu dans le Pacifique. Il y a vraiment que les tours du monde qui passent par là. Quant à Christophe et sa femme Odile, c'est accompagné de leurs 3 enfants, Keegan, Soliane et Eogan, qu'ils partiront à la rencontre des requins. Il y a des requins là. Dans les lagons de Tahiti. Mais pour tous, la croisière Tour du Monde va basculer à cause du coronavirus. Nous ne sommes pas en mesure de poursuivre notre itinéraire comme prévu. Placé en quarantaine, le paquebot va entamer une traversée de 45 jours sans voir la Terre. On a l'impression d'être sur un vaisseau manteau qui se travaille dans un monde de zombies. On est littéralement ravitaillé à la pince à épiler. Mais sans aucun cas de Covid à bord. Les croisiéristes vont continuer à s'amuser. Ils seront les seuls au monde à vivre normalement alors que la planète entière est confinée. Bravo! La vie est belle. C'est un bon confinement. On n'a pas à se plaindre. Ah non, à mon avis, on doit être les plus heureux du monde et je pèse mes mots. Embarquement pour ce voyage hors du commun. Une odyssée qu'il y a encore quelques mois, personne n'aurait pu imaginer. Cela fait 3 jours que le Magnifica a entamé sa traversée du Pacifique. Pour distraire les passagers pendant les journées en mer, plus de 1200 activités différentes sont proposées tout au long de la croisière. Ce matin, c'est cours de danse hawaïenne sur le pont 13. Quelques étages plus bas, Stéphane et Jessica, les 2 coiffeurs marseillais, ont rendez-vous avec leurs amis pour une toute autre activité. Ils sont venus rendre un petit service à Laurent. Ah, t'es chaud. Tu t'es pris l'ouragan. Ça, c'était un ouragan. On avait une tempête dans la cabine. Il y a eu un ouragan d'un coup. Enfin, mes amis, faites comme chez vous. C'est les coiffeurs. Oh, que c'est beau. Ah, c'est joli, très joli. C'est cool. La particularité d'une croisière Tour du Monde, c'est que des liens très forts naissent pendant les 4 mois de vie à bord. On finit même par se sentir comme à la maison. Oh putain. Laurent avait besoin d'un petit rafraîchissement. Bon, comme tu le sens. C'est Jessica qui va s'en occuper, sous le regard attentif de Stéphane. Je vais m'asseoir parce qu'il faut que je manage tout ça. Là, il met son casque de superviseur. Attention. Nous, on fait les chefs. Avec Corinne? Ouais, moi j'aime ça, moi. Oh, moi aussi, j'aime. Allez, donne-moi jouer. Allez, ah.
10 minutes, c'est fait. Ah bon, ça peut être que mieux que d'habitude. Hein. Ne me fais pas de soucis. Hein. Oh, c'est mon lait chargé. Ah, c'est bon. Impec. Je me sens plus léger. Super beau, Jessica. C'est au tour de Stéphane de passer à la tondeuse. C'est trop bien de se faire couper les cheveux vue sur la mer. Oui, salon de coiffeur est vu sur la mer. Oh ouais. Il y en a qui paierait cher. Hein. En plein milieu du Pacifique, Laurent fait tout pour que les deux coiffeurs Ça fait plus ambiance. se sentent comme dans leur salon. Bonjour, fais le ménage. Mais improviser un salon de coiffure dans une cabine de bateau a ses risques. Putain. Laurent vient de faire tomber sa serviette sur l'une des chaloupes du bateau. Mais en un tour de main, Olé, t'es le plus fort. l'ancien militaire règle le problème. Moi j'en ai marre de ce Laurent, il est trop parfait, je m'en vais. Et il a même été récupérer la serviette qui allait tomber sur la chaloupe. Non mais voilà quoi. Voilà, il est trop parfait. Allez, sur ce, je m'en vais. Merci de votre hospitalité, à tout à l'heure les amis. Ouais, c'est bon, ouais. Pendant que les passagers profitent des installations du bateau. Au pont 7, Paolo, le responsable des spectacles, accueille des acrobates embarqués lors de la dernière escale à Lima, au Pérou. Bienvenue à bord. Merci. De nouveaux artistes grimpent à chaque escale pour assurer les 117 spectacles proposés tout au long de la croisière. Voici les loges. Ah, c'est beau. Perfect. Paolo a engagé un couple d'Italiens. Ils assureront 4 représentations en 15 jours. Marina, 38 ans, et Michele, 44 ans, travaillent ensemble depuis 15 ans. Et ils ont une spécialité. Le roller acrobatique. I can't Je ne work peux pas without travailler this. sans ça. It's impossible. C'est impossible. This is C'est my toute life. ma vie. Dans leur bagage, il y a des accessoires plutôt insolites. Dans les aéroports, on nous demande à chaque fois « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça ?» Alors en fait, ça c'est pour mon cou, ça c'est pour mes jambes ou mes pieds. Pas comme ça. Comme ça. C'est ça. Après Londres, Las Vegas ou Moscou, c'est la première fois que le couple va se produire sur un bateau et Marina a pensé à tout. Ça c'est important pour vérifier que notre plateau est bien droit. Pas une minute à perdre, il est temps de se rendre sur scène. Mais une fois sur place, Marina se rend compte qu'évidemment, ça tangue. Ça bouge, Michele. Ça ne reste pas droit. Nous sommes sur un bateau, Marina. Ouais, ça va, j'ai compris. On est embarqué sur un bateau, mais elle l'a pas encore compris. Place aux répétitions. C'est au tour de Michele d'être inquiet. C'est vraiment une catastrophe. Mais ça va aller. On a l'habitude de faire des choses dans le jeu. Oui, c'est vrai. Allons-y. Leur numéro est risqué. La moindre erreur peut faire très mal. Dès les premières figures, le couple interrompt l'entraînement. Ça va vraiment pas. On peut pas patiner ici dans ces conditions, ça bouge trop. Faut arrêter de se moquer de moi. On doit vraiment rester au milieu du cercle. Et comme ça bouge sur le bateau, on part à droite, à gauche, en arrière, en avant. Back, front. Difficile de faire du roller acrobatique sur un bateau. Pour s'habituer à ces nouvelles conditions, le couple enchaîne les exercices. Marina et Michele se lancent dans des figures de plus en plus compliquées. Les artistes italiens ont été recrutés pour leur fameux numéro du tourbillon.
fois les répétitions terminées. Il va falloir aller plus vite sur le tourbillon. En coulisses, les tensions éclatent. Mais comment veux-tu que je fasse? Si ça bouge autant, excuse-moi, si tu vois un danger, tu fonces dedans, toi? Tu connais nos enchaînements par cœur. Si je te dis vas-y, c'est que tu peux accélérer et que tu peux le faire. Le tourbillon, tu peux le faire mieux que ça. Je suis en train de t'expliquer que le bateau tangue trop. C'est bon, Marina, c'est bon. Bon, c'est vrai, parfois, on se dispute. Parfois. Ce numéro est bien plus beau quand on va vite. Il est dangereux. Il n'est vraiment pas facile. Et en plus, sur un bateau, franchement, c'est très compliqué. C'est à vous de voir si vous pouvez vous adapter pour que le numéro soit réalisable. Mais si c'est trop compliqué, et surtout s'il y a un problème de sécurité, on annule le show. Pour le couple, cette première sur un bateau s'annonce compliquée. D'autant qu'une tempête est prévue pour les prochains jours. En mer, la situation se dégrade déjà. Sur la passerelle, on est très inquiet des prévisions météo. Le capitaine Roberto Leota, 500 croisières à son actif, a convoqué son second pour une réunion d'urgence. Demain est prévue l'escale sur la mythique île de Pâques. Le débarquement doit se faire en chaloupe, mais le mauvais temps pourrait rendre l'opération impossible. Nous avons un problème. Le vent qui vient de cette direction va faire des grosses vagues. Et nous avons également une très forte houle qui vient du sud-ouest. Je ne sais pas si on va pouvoir faire cette excursion. Pour les passagers, l'annulation de cette escale serait une catastrophe. Mais le capitaine a un plan. Si vous êtes d'accord, Marco, j'aimerais que ce soit vous qui descendiez le premier en chaloupe, sans passagers, que vous fassiez un test pour vous rendre compte de la situation. Je ne pense pas que nous ayons d'autres solutions. C'est la meilleure option, capitaine. Je suis d'accord avec votre plan. Au moment venu, c'est le numéro 2 du navire qui partira en éclaireur pour vérifier si le débarquement en chaloupe des 2200 passagers peut se faire en toute sécurité. J'espère que ça marchera. On verra. Peut-être qu'un petit ange nous viendra en aide demain. L'an dernier déjà, un paquebot avait dû annuler cette excursion à cause d'une violente tempête. 7 heures du matin, les lumières d'Angaroa, la capitale de l'île de Pâques, apparaissent au loin. C'est dans 6 des 20 chaloupes du navire que le débarquement va s'effectuer. Go down. Chacune peut contenir jusqu'à 120 passagers. Mais comme le capitaine le craignait, le temps est désastreux. À cet instant, l'excursion sur l'île de Pâques est compromise. Et cause du moment, conditions météorologiques, nos opérations du débarquement avec le chaloupe sont retardées. Avec 2 heures de retard, Va à la chaloupe 19. Les opérations reprennent malgré une forte pluie. Si l'escale doit avoir lieu, c'est maintenant ou jamais. Alors Marco, le capitaine en second, prend les choses en main. Ok, on va y aller. La chaloupe est prête. Faites-la descendre. Ok, tout le monde embarque. Tout le monde. Comme prévu, c'est lui qui effectue la première traversée. Pour le moment, seuls quelques membres d'équipage embarquent avec Marco, car la mer est déchaînée. Certaines vagues font jusqu'à 3 mètres de haut. Et particularité de l'île de Pâques, elle est entourée de roches volcaniques, des pièges que le second, guidé par un pêcheur local, doit à tout prix éviter.
Donne-moi un point de référence. Si la traversée est trop dangereuse, finit l'excursion sur l'île de Pâques, l'un des points d'orgue de la croisière Tour du Monde. Pour rentrer dans le port, il faut passer par là? Oui, par là. Marco tente de se frayer un chemin entre les rochers. On passe par ici? Oui, c'est ça. Pour ne pas dériver et s'écraser sur le récif, il doit attendre une accalmie entre deux séries de vagues. Vamos, vamos! C'est le moment. Le staff captain s'engage. À droite. D'accord. Il doit maintenant se faufiler dans la passe très étroite du port, d'à peine 10 mètres de large. Entrée réussie au quai d'Angaroa. Marco est soulagé. Bienvenue sur l'île de Pâques. Vous avez vu, c'est très étroit. Il y a plein de rochers. Il faudra faire très attention avec les chaloupes, parce que ce n'est pas facile. Il peut annoncer la bonne nouvelle au capitaine. Capitaine, la chaloupe est à quai. La situation est bien meilleure et la visibilité aussi. J'ai réussi à entrer dans le chenal. Bien reçu, Marco. Je vais maintenant pouvoir donner l'ordre aux pilotes des chaloupes de débuter l'embarquement des passagers. Merci, Marco. Avec 3 heures de retard, le débarquement sur l'île de Pâques peut enfin commencer. Mais les conditions sont encore difficiles. Le personnel à bord va encadrer toute la manœuvre avec la plus grande vigilance. Les deux mains libres. Monsieur. Non. Monter dans la chaloupe se transforme en exercice périlleux. Alors les passagers embarquent un par un. C'est parti sous une journée pluvieuse. Attendez. Allez-y. Allez-y, on est là. Corinne appréhende le moment où elle va devoir monter dans la chaloupe. Comme à son habitude, Laurent, lui, garde son sang-froid. Et messieurs, comment vous voulez faire? On va y aller à pied jusque là-bas. Et puis à partir de là, on va prendre la chaise et après. Oh, après. Ok, so you're going to lift, yes? Pour Corinne, enjamber le vide est une épreuve très difficile. Elle est tétanisée. Laurent et le personnel de bord doivent agir rapidement. Ça a été Laurent? Ouais, impec. Putain, ça a bougé, mon Dieu, je t'ai dit que c'était rock'n'roll là. Mais bon, ça s'est bien passé. Ils ont trouvé la bonne méthode et puis c'était bien passé, super bien. Un peu de frayeur, mais c'est ça l'aventure aussi. Un peu d'aventure, bah voilà. C'est dommage d'être si proche et de pas y aller. Il faut savoir, il faut pas te peur. Oh là là, je pouvais faire une bourrasque que je débarquais là. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Non, c'est vraiment une étape indispensable pour moi. Là. Depuis le navire, les 6 chaloupes du Magnifica enchaînent les allers-retours pour faire débarquer l'ensemble des passagers. Les croisiéristes peuvent enfin partir à la découverte de l'île de Pâques, un des sites les plus isolés de la planète.
des milliers d'années, l'île est connue dans le monde entier pour ses blocs de pierre sculptés, appelés moai. Pour les approcher, le groupe de Français a payé 150 € par personne pour une visite avec Ludovic, un guide local. Alors c'est là le volcan de Rano Raraku où ont été taillés 90% des moines. Tout le monde a ses tickets? Oui. L'excursion commence sous une petite pluie, alors chacun prend ses précautions. On va essayer ton parapluie ici, je vais te mettre ton poncho, ok? C'est bon? Ah bah voilà, t'as pile poil avec ça. Bah, ça même le fauteuil, il est protégé. On va le mettre ça en dessous. Je vais t'aider avec ça. Pour le moment, pas trop de difficultés. Ouais. À seulement quelques centaines de mètres d'eux, Mais pour aller voir de près. Ben oui. les premières statues moai. Ah putain, c'est beau. Et voilà. Oh. Je les vois de près enfin, ça fait des années que je reste de voir ça. C'est juste incroyable. C'est bizarre. C'est bizarre. Ces monolithes ont été taillés avec de la roche volcanique et enterrés ici il y a plus de 600 ans. Pour Laurent, voir ces statues mythiques était un rêve d'enfant. Alors? Ah, c'est beau. Ouais. C'est incroyable d'être là. Incroyable. Je suis fou. De temps de merde. Vive l'île de Pâques. C'est où? On dirait qu'on est en plein milieu du Pacifique là. Oh putain. Bon, et la photo alors, comment? Ouais, là faut qu'on se fasse un selfie, mais ça va être compliqué. Entre le parapluie, nos tenues de schtroumpf. Oh putain. Alors, des chiens mouillés, bah écoute, pas grave. 1, 2, 3. Waouh. Attends, faut que je mette ma capote tout de suite. Je trouve plus l'endroit de l'envers. Où je suis. Pas de chance, d'habitude à cette période, il pleut rarement sur l'île de Pâques. Direction maintenant la carrière de Rano Raraku. C'est ici que les 900 moai auraient été sculptés, avant d'être disséminés aux 4 coins de l'île. Les statues les plus emblématiques se trouvent à flanc de colline. Corinne veut tenter cette ascension, malgré le mauvais temps. On va pouvoir marcher. Ici, on fait passer là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Ouais, elle peut marcher un peu quelques pas. Là. Faut porter. Ah oui, alors là, il faudrait... Eh ben oui. Tout le groupe est soudé derrière elle. Non, ouais, monte pas sur les cailloux, si tu peux éviter les cailloux. Les cailloux. Attends, fais ton exercice là. Ouais, là c'est pas facile. Ah oui, pardon. Voilà, super. T'es content? Ouais. À toi de nous plier maintenant. Et ça fait plaisir qu'elle puisse faire ce parcours elle aussi. Bienvenue à Rano Raraku. Avec près de 400 monolithes déposés au pied du volcan,
Rano Raraku abrite la plus grande concentration de moai de l'île. C'est magique. Comme à son habitude, Stéphane veut absolument tout immortaliser. Et il reste intransigeant sur la qualité des photos. Je crois que je vais la jeter. J'ai un air de Pâques, à l'île de Pâques. L'ascension du groupe continue, mais le chemin est de plus en plus difficile. Il patine. Hein? Un bébé avec moi, je suis la seule handicapée en fauteuil. Non, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de fauteuils roulants ici, elle a raison dans ce qu'elle dit. Là. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens en fauteuil qui viennent. J'adore à ce qu'elle dit, là, ça serait bien que ce soit accessible plus tard à d'autres personnes en fauteuil. Aux ancêtres. Mais sûrement que quand c'est sec, c'est plus facile d'accès aussi. Je vais essayer de t'amener le plus rapidement possible là-bas. Puis moi, je vais refaire le circuit en courant avant que le bus arrive là. Avant la fin de l'excursion, Laurent veut être sûr de n'avoir rien raté. Alors il va visiter le site au pas de course et en profiter pour rapporter quelques clichés à Corinne. Ah, c'est celui-là que je voulais voir, le coucher. Et c'est lui qui fait une vingtaine de mètres en tout. Mais il est impressionnant celui-là aussi. Là, c'est le moment où Jess Corinne là-bas, là elle est avec le guide, puis je vais lui montrer les photos après. Ça profitera aussi un petit peu directement. Depuis son accident il y a 5 ans, Corinne n'aurait jamais imaginé pouvoir un jour suivre le rêve de son mari. Ça va ma poule? Ouais. C'est beau, hein? Maintenant les conditions, je publie super. Grâce à mon fauteuil, grâce à vous tous, c'est bien. Ma bichette d'amour, elle est trop belle. Elle nous donne les larmes aux yeux. Il y a comme s'il n'y avait pas assez d'eau. Hein? Corinne est une des rares personnes en fauteuil roulant à avoir pu approcher d'aussi près ces statues légendaires. L'heure est venue pour tout le monde de quitter l'île. Petit nettoyage au Karcher à l'éléphant bleu. Parce qu'il est vraiment crado. Ça fait du bien. Mais au moment de partir, il manque quelqu'un à l'appel. Je sais pas du tout combien j'ai fait de photos, mais alors j'y étais. C'est trop beau. Jessica a dû faire demi-tour pour venir chercher Stéphane. Oh, j'étais tout en bas, je suis remontée en courant. Il a fallu que je remonte tout en courant pour, ben voilà, chercher Monsieur Stéphane, toujours à la traîne. C'est midi après. Allez, donne maintenant. Non, Ah, bonjour. Ouais, voilà, nous on a pris l'air. Regarde, on s'est régalé. On a pris les plus beaux spots là. 100 personnes, parce qu'ils étaient tous dans le bus. Aux toilettes, tu crois ou c'est abusé? Allez, dépêche-toi, Jessica, on attend que toi. Allez, c'est pas vrai. Jessica, apéro. Jessica, Stéphane. En préparant sa croisière, Stéphane avait étudié chacune des escales dans les moindres détails. Alors même si le groupe est déjà bien en retard, il impose tout de même une halte au bus pour faire découvrir à Jessica un lieu mythique de l'île. Vas-y, ouvre les yeux. Face à eux,
le plus grand volcan de l'île, Ranokau. Ça tue. C'est incroyable. Pour les deux Marseillais, c'est la première croisière autour du monde. Et ce volcan, Stéphane ne l'aurait raté sous aucun prétexte. Je sais que des fois je suis un peu lourd parce que j'insiste, mais là franchement je suis content parce qu'on ne pouvait pas louper ça, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. On ne peut pas partir de l'île de Pâques sans avoir vu cette merveille. C'est juste magnifique. Pour les croisiéristes, il faut regagner le port de Angaroa. Le moment des adieux avec leur guide Ludovic est venu. Un plaisir. De rien du tout. J'espère que ça t'a plu. Ouais. Super, génial. Et dis au monde entier qu'à Rapa Nui, on peut vous recevoir. Kaoho riva riva. Bon voyage. Merci beaucoup. Hein. Il est temps de repartir sur une mer toujours aussi agitée. Pour préserver son patrimoine, l'île de Pâques envisage de fermer son port à tous les paquebots de croisière. Les passagers du Magnifica ont peut-être été les derniers privilégiés à avoir fait escale ici. On a 2 heures de retard, mais c'était bien. C'est fini. Quel coucher de soleil. Le Magnifica repart pour 9 jours de navigation. Sur le pont 13, la journée débute par un court de réveil musculaire. Le capitaine, lui, récupère de l'escale mouvementée de l'île de Pâques. C'est un très long voyage. Alors je m'entretiens pour garder une bonne forme physique et mentale. Pendant ce temps, comme plusieurs fois par semaine, Anne-Marie, membre du groupe Facebook créé par Laurent, a rendez-vous avec Corinne. Vas-y, pousse la porte, Anne-Marie. Coucou. Salut. Anne-Marie, merci. Pas de problème, je suis en vacances. Ça tombe bien, moi aussi. Pour cette kinésithérapeute à la retraite, s'occuper de Corinne était une évidence. J'ai été kinésithérapeute, c'était ma profession, et puis je suis en retraite depuis 15 ans. Voilà. Et quand j'ai rencontré Corinne sur le bateau, j'ai dit on va pouvoir quand même l'aider. Alors on a regardé ce qu'on pouvait faire, et puis voilà, massage, et on essaie de faire ce qu'on peut. Hein. Pour Corinne, cette rencontre à bord avec Anne-Marie est un cadeau inespéré. C'est vraiment un paradis. C'est très très bien. J'adore. Pour moi, c'est une récompense. Et puis, ouais, un beau cadeau qu'elle me fait Anne-Marie. Je vois la différence avant et après. J'ai les jambes légères. En tout cas, merci. Arrête de me dire merci, je te l'ai dit. Tu n'étais pas obligée de faire ça. Mais non, mais justement, je ne suis pas obligée. Et si je le fais, c'est avec beaucoup de plaisir. Donc tu me dis plus merci. D'accord. Ça me rend très service d'avoir des soins pendant ma croisière. Parce que j'avais personne qui s'occupait de moi. Vas-y, mais tu m'aides au quotidien. Ouais, fais gaffe. Mais je te parle des soins kinésithérapeute. Ouais. Il fait énormément. C'est mon ange gardien. J'ai toujours dit que Laurent et moi, avant mon accident, c'était mon moitié. Et maintenant, ça se justifie. Si il ne m'aidait pas,
au quotidien, je ne pourrais pas vivre. Je serais placée peut-être dans un hôpital ou un organisme pour handicapés. Et grâce à lui, ben, je peux voyager. Quelque chose à me demander ou quoi, quand on a mis autant de fleurs là? À l'arrière du bateau, Stéphane et Jessica sont de corvée de linge. Allez, on va attaquer la lessive. Le jean, tu le mets pas à laver? Pourquoi? Parce qu'on le donne à laver. Ou à la laverie? Oui. Ah mais attends, mets tout alors à la laverie. Non, pas tout. Ça, oui, si tu veux. Ouais, parce que lui, attends, il est plein de boue là. À moins que ça va partir, tu crois? Oui, mais il va falloir que tu frottes un peu. Non, ça j'aime pas. Allez, laverie. Direction la salle de bain. Allez, hop, le pouce-pouce. On va mettre le clair avec le clair. Hop là. Tes chaussettes aussi, elles tiennent droit. Tu mélanges pas tes chaussettes avec mes affaires. Trop tard. On fait laver à la laverie les gros trucs, quoi, genre les jeans, les pantalons, les trucs qui sont un peu longs à sécher en fait. Mais après, tout ce qui est t-shirt, caleçon, culottes, chaussettes, tout ça, on lave à la main. Ça sèche vite. Puis là, on est en plein soleil maintenant au niveau du balcon, donc en un quart d'heure, 20 minutes, c'est sec en fait. Donc ouais, c'est sûr que ça fait faire des petites économies. Sur cette croisière, envoyer son linge à la laverie coûte environ 1,15 € par vêtement. Et puis il faut bien les occuper ces journées en mer. Hein. On a chacun ses corvées, moi ça va, le linge ça me dérange pas. Et je plie, je range. Pas tout. C'est femme alors, je te jure. I smell, ça va, tout va bien. Ça c'est mon petit chiffon à appareil photo. Jessica, viens, on essore. Parce qu'on a une technique d'essorage aussi, elle est pas mal. C'est bien, on va donner des cours à la France entière, aux croisiéristes, de comment essorer le linge en croisière. Et on met ça tout en long, dans une longue serviette. Et voilà, chacun d'un côté. Alors Jessica vers la gauche, moi vers la droite. Et on serre. Voilà, on enlève tout l'excédent d'eau. C'est presque du 1000 tours minute, ça. Et comment t'as appris cette technique? Ben, je l'ai inventé. Ben, un jour, j'ai réfléchi, je me suis dit, faut essorer le linge parce que franchement, sinon il va pas sécher. Et je me suis dit que ça, c'était une bonne idée. Et ben, franchement, je pense que c'est bien. Bon, allez, je vais tendre le linge. Dire qu'on est fin février, on a un temps magnifique. Elle est pas belle la vie? Faire sécher ses chaussettes et ses caleçons au milieu du Pacifique, c'est que du bonheur. S'occuper du linge est une autre paire de manches. Lors d'un tour du monde, il y a 2 fois plus de linge à traiter que lors d'une croisière normale. Alors dans la laverie du Magnifica, une vingtaine de personnes se relaient jour et nuit pour assurer le service. Et le maître des lieux, c'est Asep Sonjaya. Cet Indonésien de 44 ans est entré dans la compagnie il y a 23 ans. Il a gravi tous les échelons pour devenir aujourd'hui chef de la buanderie. Alors là, ce sont les vêtements des passagers. Lors des journées en mer, on a entre 1100 et 1200 pièces à traiter. Et pas plus de 400 à 500 lorsque les passagers sont en escale. Lorsqu'ils sont en excursion, ils oublient de nous donner leur linge. Par contre, quand ils sont tous à bord, alors là, ils ne nous oublient pas. Avec plus de 400 kilos de vêtements à laver chaque jour, mieux vaut être organisé. Ça, c'est mon carnet, c'est mon ordinateur. Enfin, c'est comme mon ordinateur. Je note tous les chiffres de la croisière. Pantalon, t-shirt, chemise, chaussettes, sous-vêtements, shorts, pull ou autre. Dans son carnet,
ASEP archive toutes les données utiles pour ne rien oublier. Ça lui permet aussi de savoir combien de vêtements il reçoit chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, nous avons reçu 1119 articles à traiter. Des articles qu'il doit d'abord trier. D'abord, il faut regrouper les vêtements. La couleur avec la couleur, le délicat avec le délicat. Et ça, c'est la machine pour coller les étiquettes. Cette machine permet de coller sur chaque vêtement une étiquette avec un numéro de cabine, permettant ainsi de rendre le linge à son bon propriétaire. On fait ça pour tout le monde, les officiers, l'équipage, les passagers, on colle l'étiquette comme ça, c'est facile de s'y retrouver. Sur toute la croisière, ce sont plus de 200 000 vêtements qui seront lavés et repassés ici à la buanderie. Et la tenue la plus importante, c'est celle-ci. Voici la veste du capitaine. C'est ma préférée. Je n'ai pas besoin de la laver pour le gala de ce soir. J'ai juste besoin de la repasser. Pour la soirée du commandant, les officiers doivent être élégants quand ils croisent les passagers. Cette soirée est très importante pour tout le monde, alors il faut être beau et bien présentable. Au pont 8, justement, dans cette cabine de 22 mètres carrés occupée par la famille Leclerc, on se prépare pour ce grand événement. Originaire de Saint-François, en Guadeloupe, pour Christophe, policier à la BAC de Pointe-à-Pitre, Odile, directrice d'une association, et leurs 3 enfants, Keegan, Soliane et Eogan, cette soirée est très importante. Chaque tenue a été bien pensée. Alors toi, tu n'as pas le choix des vêtements. Toi, tu mets ce soir costume commandant. J'espère vraiment pouvoir faire des photos des 3 enfants. Donc on va passer près des photographes. Et s'ils arrivent à avoir les 3 enfants sur des photos magnifiques, franchement, je vais craquer encore. Et pour obtenir la photo parfaite, Odile est attentive aux moindres détails. Effectivement, ça tombe correctement. Reste à mettre un point de fil pour que ça tienne durant la soirée. La classe, ça va là. Elle a même prévu un kit couture de voyage. Tu veux que je lui enlève le pantalon ou... Donne-moi ta jambe, s'il te plaît. Alors, on continue à être couturière, même en croisière. Saute 2 fois, juste pour voir si ça se défait. C'est bon. Vis-toi comme un grand. Et Hogan est très fier du résultat. Wow! Tu veux que je t'arrange un petit peu, Hogan? Oui, chef, bien, chef. Voilà. On va le mettre au fond. L'aîné est prêt. C'est au tour de Soliane de choisir sa tenue. Toi, tu sais ce que tu peux faire, Soliane? Non. C'est choisir ta robe. Alors, je t'ai sorti tes 2 robes de soirée, ta robe princesse rose, ta robe princesse verte. Tu vas choisir laquelle, Soliane? Rose? Ah bon? Pourquoi la rose? Pourquoi pas la verte? Parce que c'est ma couleur préférée, la rose. Hop, lève les bras, et bon. Allez. Une princesse se fait toujours aider. Très bien. Alors, comment s'assoit avec ce genre de robe? Est-ce que tu te rappelles? Lève le cerceau, tout à fait, tu recules, tu poses les fesses et tu poses la robe. Et ensuite, tu arranges la robe. Voilà, comme ça. Donc, si tu fais des photos tout à l'heure, tu fais la même chose. Et voilà, si c'est par terre, tu croises les jambes. Pour les soirées gala, elle a droit à un petit peu de blush. Elle est contente, là. Voilà. Alors, tu bouges pas, je vais chercher ce qu'il faut. Bien sûr, ce sont des moments spécifiques à la croisière. J'espère que quand elle grandira, elle se rappellera de ces moments de complicité. Moi, en tout cas, je m'en souviendrai. Ça a l'air complicité. Alors, complicité, c'est un moment entre toi et moi. Regarde, où on se comprend. Alors que la famille finit de se préparer, dans l'atrium, la soirée a déjà commencé. Tenue de gala, robe de cocktail, smoking. Tout le monde est sur son 31.
La petite famille entre en scène. C'est juste derrière le piano. Odile est heureuse. Elle va pouvoir faire les photos qu'elle désirait tant. Et pour ne pas avoir de regrets, elle a même acheté un package illimité à 700 € pour pouvoir repartir avec tous les clichés pris à bord. C'est à leur tour de se faire photographier en compagnie du capitaine. Bonsoir. Bonsoir. Ah non, mais pas tes doigts. Tu vas lui faire des traces. Pour faire plaisir à son fils, Christophe va demander au commandant de lui signer un autographe. Excuse-moi, est-ce possible que tu as le 5? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Ah, ok. Ah, yes. It's very good. Thank you very much. Nous sommes le 23 février. Ce soir, tous veulent se faire photographier en compagnie du capitaine Roberto Leotta. Ils ne le savent pas encore, mais dans 3 semaines, cet homme va jouer un rôle essentiel à bord lors de la crise du coronavirus. Pour le moment, la croisière se poursuit. Au lever du jour, une étrange atmosphère règne sur le bateau. Les croisiéristes s'apprêtent à vivre une expérience des plus singulières. Stéphane s'y prépare depuis des semaines. J'ai mis mon réveil à 6 h ce matin. Je ne voulais pas louper l'arrivée au Pitcairn. C'est encore un moment unique de la traversée, ça. C'est vraiment un petit caillou perdu dans le Pacifique, parce qu'il y a vraiment que les tours du monde qui passent par là, et ça va être original de vivre ça. Ouais. Chaque année, seulement 10 paquebots de croisière viennent ici. L'île de Pitcairn est un grain de sable sur la carte du monde. Ce territoire britannique d'outre-mer est un caillou d'à peine 5 km². Aux alentours, il n'y a pas âme qui vive à moins de 2000 km. Je pensais pas que c'était aussi beau. On a presque envie d'y aller. C'est dommage qu'on ne descende pas. Aucun navire de croisière ne peut y accoster. Alors la compagnie a préparé quelque chose d'inédit. Une rencontre entre les habitants de Pitcairn et les passagers. Seules 50 personnes vivent sur cette île mystérieuse. Le territoire le plus isolé et le moins peuplé de la Terre alimente tous les fantasmes. Pour eux, ça doit être grandiose de monter sur des navires comme ça de 300 mètres avec 2000 passagers à bord et puis de voir une autre vie, parce que finalement, ils sont dans leur vie à eux, hein, ils sont complètement isolés, coupés du monde. Donc c'est sûr que pour eux, ça doit être quelque chose. Là, ils doivent nous regarder peut-être avec des jumelles, et encore s'ils en ont, je sais pas. Ça y est, ils débarquent. C'est marrant quand même, c'est incroyable. Ces habitants sont les descendants des révoltés du Bounty. Des marins qui, au XVIIIe siècle, ont abandonné leur navire en pleine mutinerie pour se réfugier sur l'île Vierge. Plusieurs films leur ont été consacrés. Accueillir ces légendes de la marine est un grand moment pour les officiers du Magnificat. Nous vivons un événement exceptionnel et je ne sais pas si nous reviendrons ici. Je ne crois pas que parmi les officiers, il y en ait un qui soit déjà venu. Je suis content, je suis tellement content. De ce petit bateau débarque près de la moitié de la population de l'île. En tout, ils sont une petite trentaine à rejoindre le paquebot. À bord, la compagnie a mis en place une nouvelle procédure. Avec les risques de contamination au Covid-19, chaque nouvel embarquant doit être contrôlé. Les habitants de Pitcairn n'échappent pas à la règle.
Ça, c'est une nouvelle caméra thermique pour vérifier la température. Nous ne sommes pas dans une région où le coronavirus est présent, mais on doit contrôler toutes les personnes qui montent à bord. Si quelqu'un a une forte fièvre, on le verra à l'écran. Le médecin-chef du navire s'en doutait. Aucun cas de fièvre n'est détecté. Les habitants de l'île vont rester 3 heures à bord. Le pont numéro 13 se transforme en marché ambulant. Les descendants des révoltés du Bounty profitent du passage des paquebots de croisière pour vendre des souvenirs artisanaux. Tout a été fait par nous. C'est du fait. C'est notre première source de revenus. C'est tellement bien qu'on soit monté à bord du Magnifica. Il y a tellement de passagers, ça devrait être une bonne journée. Les passagers ont du mal à contenir leur excitation. Tous veulent acheter un souvenir de leur passage aux abords de cette île unique au monde. C'est le seul souvenir que j'ai acheté pour l'instant, parce que c'est exceptionnel cette île. Elle a une histoire mirobolante, une histoire unique. Je veux dire, c'est probablement la première et la dernière fois que je vais venir là. Stéphane, lui aussi, tient à repartir avec un souvenir. Un t-shirt, j'ai pris un magnète, et là Jessica, là, elle choisit un t-shirt. Regarde celui-là, il est joli. Je sais pas ce qu'il il est trop beau celui-là. Il me paraît un peu grand, donc je vais quand même l'essayer. Il est trop beau. C'est pas tous les jours qu'on fait ces courses au Pitcairn quand même, hein. Une île à 50 habitants, bon 27 $ le t-shirt, mais c'est pas grave. Au pire, tu le feras reprendre un peu, mais c'est les Pitcairn quoi. Ouais, bon, allez. Je suis pas prêt de revenir ici, donc on en profite, on achète. En seulement quelques heures, chacun aura gagné environ 500 €. Une jolie somme qui leur donne le sourire. Ce soir, on fait une grande fête à Pitcairn. Une fête de tous les diables, vous êtes invités. Pour les habitants de Pitcairn, le Magnifica est de loin le plus gros paquebot qu'ils aient vu cette année. Le navire reprend sa traversée au beau milieu du Pacifique. Le plus grand océan du monde est réputé pour être capricieux. Alors à 1h30 de leur spectacle, Michele et Marina, les 2 acrobates italiens, viennent jeter un coup d'œil sur le pont. Pourquoi il y a autant de vagues? Qu'est-ce qui se passe? Pour mieux se rendre compte de la situation, Michele va faire un test. Je vais vous montrer quelque chose. N'imaginez pas à quel point notre numéro va être difficile. Magic! Michele le prend avec humour. Marina, elle, est beaucoup plus inquiète. Oh, c'est ça le problème. Oh mio Dio. Oh mon Dieu, comment je vais faire? Come farò? J'espère que ça va bien se passer. Le spectacle commence dans 30 minutes. Dernier coup de crayon. Et derniers étirements pour Marina, qui a du mal à gérer son stress. Je suis toujours tendue. Alors pour se détendre, elle a un secret bien caché. C'est mon porte-bonheur qui ne me quitte jamais. Saint-Antoine de Padoue. Padova is the city. Padoue, c'est ma ville natale en Italie. Born in Padova, in Italy. Saint-Antoine, je le prie tous les jours. Je ne peux pas travailler sans. Michele, lui, il joue. C'est mieux de ne pas trop réfléchir. On est clairement opposés. Moi, je suis toujours stressée et Michele, lui, est trop. Juste avant le début du spectacle, Michele tente de rassurer sa femme. J'ai le trac, mon Dieu.
Mais ce n'est pas gagné. Préoccupé. Tu me tiens bien, hein? Le spectacle commence avec un duo d'artistes colombiens. Ça bouge beaucoup, regarde. Oh mon Dieu. Malgré les mouvements du bateau, impossible pour Marina et Michele de repousser leur entrée en scène. C'est parti pour 5 minutes de folles acrobaties. Ce numéro, ils l'ont réalisé des centaines de fois, mais jamais sur un bateau. Pour le moment, aucun souci. Mais place maintenant à leur figure la plus dangereuse, le fameux tourbillon. Le couple réussit l'intégralité de son show. Fais-moi un bisou. C'était incroyable. Et le tourbillon. Ah oui, c'était tout juste. Mon pied a touché par terre. Pour notre premier spectacle à bord d'un bateau, ça s'est bien passé. On est en vie. Dans les loges, Paolo, le directeur artistique, a également le sourire. Marina, t'es où? Bravo! Viens ici. Je l'avais dit à Michele, au moment où vous avez commencé votre numéro, le bateau s'est arrêté de bouger. Et je me suis dit, heureusement, t'as vu? Il n'y a eu aucun problème, c'est génial. Le public vous a adoré, vous avez été fantastique. Malgré les conditions météo compliquées, tout s'est bien passé pour la troupe du Magnificat. Michele et Marina ne sont pas près d'oublier leur première sur un paquebot. Au petit matin, les côtes tahitiennes se dessinent au loin. Avec ses belles plages de sable fin, ses immenses lagons et ses récifs coralliens, c'est la destination paradisiaque qu'attendaient les croisiéristes. Ils vont passer 2 jours à Tahiti. Nous sommes le 27 février. Dans moins de 10 jours, la crise du coronavirus va être qualifiée de pandémie par l'OMS. Le monde entier sera touché. Les passagers du Magnificat s'apprêtent à vivre l'une des dernières escales de leur tour du monde. À quai, les croisiéristes sont accueillis au son de la musique traditionnelle et par le doux parfum des fleurs de tiare. C'est bizarre, hein? On est à Tahiti. Aujourd'hui, c'est Christophe qui a organisé l'excursion pour la petite bande de Français. On doit être 27 en tout. Levez la main. 22, 24, 25, il en manque 2 alors. 25 et les vous deux, c'est bon. On est complet. Allez. Il a réservé un catamaran pour la journée. Oh, mais ça monte. Oh non, il n'y a pas d'ascenseur. Allez, bientôt. Tout le monde est à bord pour 3 heures de traversée. Bravo. Alors je voudrais remercier tout le monde d'avoir été à l'heure et surtout d'être de bonne humeur. Voilà. Au programme de la journée, une plongée au milieu des requins
dans un lagon situé à 50 km au nord de Tahiti. Ah, c'est le pied là, c'est magique, magique encore. C'est des trucs qu'on en rêve, Tahiti, on en parle depuis qu'on est tout gamin, c'est toujours une destination de rêve, on parle toujours de paradis sur terre, là, puis c'est ça, on y est, c'est magique, c'est super. En réservant le catamaran pour le groupe de 27, Christophe a pu obtenir le tarif avantageux de 100 € par personne, au lieu de 150, avec boisson et repas inclus. Et pour l'apéritif, c'est dégustation du punch local. Santé! Autour du monde, hein. En espérant qu'on va le finir. L'effet du punch commence à faire effet. Je vois 2. Ah là, j'en vois 3, voilà. Voilà, puis on voit les Alpes là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Pour le petit groupe de Français, cette sortie a déjà un goût de paradis. Mais à l'avant du catamaran, Christophe n'est pas très serein. On est pas mal là, mais je m'inquiète. Il y a un nuage de pluie là-bas. Là-bas, il y en a aussi. J'espère qu'on va passer à travers. Au même moment, de l'autre côté de Tahiti, Stéphane et Jessica ont prévu de se rendre sur l'île paradisiaque de Moorea. Mais ça s'annonce compliqué. On va en faire. J'en peux plus. Non mais j'y crois pas. Regarde le temps qu'il fait. J'y crois pas. On dirait qu'on est à Tahiti. Non mais sans déconner. Il manque que les icebergs. J'y crois pas. J'y vois plus. Je peux même pas faire une photo. Merde. Je rentre à saucer. C'est moi qui ai amené les paréos. On en parle qu'on est à Tahiti. Heureusement pour eux, à Moorea, les pluies tropicales ne durent jamais bien longtemps. Le paradis arrive, le soleil est là, il a même pas plu une goutte. On dirait qu'on n'est pas dans la même planète. Mais il y a le soleil là, c'est trop bien. Stéphane et Jessica vont profiter de leur séjour dans cet hôtel de luxe. On n'est pas bien là. Un des seuls de l'île a proposé des chambres sur pilotis. Vous pouvez vous arrêter 2 secondes? Oh, merci. On est au paradis. Oh là 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 là. Le couple a réservé ici il y a 2 ans, en même temps que sa croisière. Car depuis toujours, Stéphane a un rêve, dormir au milieu d'un lagon. Oh, j'ai envie de pleurer. Ah, si tu savais. Ah, j'aurais jamais cru vivre ça dans ma vie. C'est trop beau. Le bungalow avec vue sur le lagon est à 600 € la nuit. C'est la première fois que le couple dépense autant pour une excursion depuis le début de sa croisière. Je suis franchement comblé de bonheur de vivre ça avec Jessica et ça fait tellement d'années qu'on en rêvait.
Et là, franchement, on y est, quoi. J'ai ramé pour en arriver là et non, je ne suis pas issu du tout d'une famille aisée. Et ouais, tout ce que j'ai, je l'ai trimé, j'ai beaucoup travaillé, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'années de travail. Et aujourd'hui, ben, c'est l'aboutissement de ce que j'ai transpiré pendant toutes ces années et ça me fait, ça me donne du baume au cœur et ça me fait vivre et ressentir ce que je ressens. C'est tellement magique, c'est tellement magique. Attends, je te filme. Elle est pas belle? Elle est heureuse, là. Il est temps pour Stéphane de rejoindre sa belle. Oh là là. Pour le couple, ensemble depuis 15 ans, le rêve polynésien devient réalité. Après 3 heures de traversée, le groupe de Français arrive aux abords de l'atoll de Tetiaroa. Le catamaran s'arrête pour une plongée dans le lagon. La petite bande va y faire de surprenantes rencontres. Il y a 5 petits requins là. Oh, c'est magnifique. Oh punaise, ils vont me bouffer. Même s'ils sont inoffensifs, les requins à pointe noire, qui mesurent jusqu'à 3 mètres, font leur impression. T'es capable? Est-ce que t'es capable? On y va avec papa? Avec toi? Ok, on y va, allez. Allez. Et Hogan et sa sœur Soliane sont excités à l'idée de se jeter à l'eau. C'est bon, on y va, j'y vais? Et vous venez à papa? Les enfants s'habituent très vite au fond marin et à leurs hôtes étonnants. Il y a des requins là! C'est au tour de Laurent de s'offrir une plongée dans les eaux bleues turquoises de ce lagon. La barrière de corail de Tetiaroa est l'une des plus belles de Tahiti. Elle abrite plus de 150 espèces de poissons. Grâce à ce tour du monde en croisière, la famille partage un souvenir unique. Je pense qu'ils ont de l'émotion, ils sont conscients qu'ils nagent avec des requins, donc même si ce ne sont pas des requins dangereux, ils sont tout près d'eux, donc ils sont excités et ça c'est génial. C'est exactement pour ça qu'on fait ce type de voyage, pour qu'ils vivent des choses un peu différentes. Arriver et les voir aller à l'eau avec des gros poissons, c'est vraiment super. Trop bien. T'as pas eu peur? J'ai un peu eu peur quand j'étais descendue. Et finalement? Et finalement, j'ai plus peur. Quant à Corinne, si elle a voulu faire ce tour du monde, c'est avant tout pour cette escale. C'est une requine. Quand j'ai vu qu'il y a le tour du monde passer par Tahiti, j'ai dit ça, c'est pour nous. J'adore. Et quand on est descendu du bateau ce matin, vive émotion. La musique, les fleurs, j'étais très émue. Le fait d'être là, dans le lagon, au milieu du Pacifique, ça c'est important. Avec des gens super. Ouais. Et c'est pas fini. J'ai cru entendre qu'il y avait l'apéritif. On est parti? On est parti. Le soleil se couche sur Tetiaroa. Et à la nuit tombée,
Le catamaran se transforme en discothèque. Les Français se lâchent, sans se douter qu'ils vivent l'une de leurs toutes dernières excursions. Nous sommes le 28 février. Le paquebot quitte le port de Tahiti pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie. L'épidémie de Covid-19 s'étend jour après jour dans le monde. Le temps de l'insouciance à bord du Magnifica est compté. Le lundi 16 mars, alors que le bateau s'approche des côtes australiennes, la croisière Tour du Monde bascule. Les 630 cas de Covid du Diamond Princess sont dans tous les esprits. Sur la planète, de plus en plus de paquebots sont touchés. La compagnie et son capitaine vont prendre une décision radicale. Mesdames et messieurs, au nom du commandant, voici une nouvelle importante concernant notre itinéraire. En raison de l'épidémie mondiale actuelle de coronavirus, nous ne sommes pas en mesure de poursuivre notre itinéraire comme prévu et notre croisière mondiale prend fin ici, à Sydney. Toutes les escales sont annulées. Le bateau est placé en quarantaine. Il n'y a plus aucun embarquement et tout débarquement est définitif. Thank you very much for your cooperation. Ça a été la grosse secousse sur le bateau, là, la grosse surprise aussi, on s'y attendait pas. Ça joue pas mal sur le moral de beaucoup. Ouais. Là, c'est la croisière qui change de rythme. Là, on va passer à un autre style de croisière. Pour les passagers qui le souhaitent, il est encore possible de débarquer à Sydney ou à Melbourne. Il y a des gens qui ont quitté le navire pour prendre l'avion pour entrer chez eux. C'est des gens qui voulaient absolument quitter le navire parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour continuer la fin de la croisière comme ça sans escale. Sur le bateau, les avis sont partagés. Faut-il descendre définitivement du navire alors que l'épidémie est en train de s'étendre sur la planète? Ou rester à bord avec le risque que quelqu'un soit déjà contaminé? 400 personnes font le choix de débarquer en Australie. Ce choix, est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'on ne sait pas, hein? J'ai appelé la compagnie à Genève et à Londres. On a discuté et on en est arrivé à la conclusion qu'il est bien plus sûr de garder tous nos passagers et membres d'équipage à bord. De ne plus les laisser sortir, c'est devenu trop risqué. On prend conscience que nous venons de rencontrer la vague du Covid-19. Pour les 1800 passagers restés sur le navire, l'inquiétude demeure. Sont-ils vraiment en sécurité sur le Magnifica? Et si le Covid-19 s'était invité à bord? Il y a des gens qui craignent que si quelqu'un a de la température, puis qu'il ne veut pas se faire connaître, puis qu'il passe au travers des mailles du filet, s'il y a une personne comme ça qui se cache, on va dire, ce serait la catastrophe si on se rendait compte que y a quelqu'un qui est atteint. Sur le paquebot, l'atmosphère est pesante. En plus de la crainte d'une possible contamination, les passagers sont dans l'inconnu, comme Nicolas et sa maman Elisabeth. Il y a plus de stress, plus de peur qui s'installe dans le bateau parce que personne ne sait comment on va arriver, est-ce qu'on va passer par de la quarantaine, est-ce qu'on va être bloqué dans des aéroports, est-ce qu'on va même pouvoir aller quelque part en fait. Donc voilà. Nous sommes alors le 20 mars. La France est en confinement total depuis 3 jours. Et dans le monde, la situation se dégrade d'heure en heure. Les ports ferment les uns après les autres. On ne sait pas si on va faire une escale quelque part, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver exactement. On a l'impression d'être sur un vaisseau fantôme qui se travaille dans un monde de zombies, là, tu sais. Un peu ça le truc. Le capitaine a précisé qu'ils étaient en discussion avec les gouvernements italiens, espagnols
et français pour arriver à trouver un port pour nous rapatrier, voilà, pour ramener le bateau dans un port, hein, tout simplement. Une première solution est finalement trouvée. La situation ne change pas de jour en jour, mais d'heure en heure. La première option pour nous est d'aller jusqu'à Dubaï. Avant de quitter l'Australie pour entamer une traversée de 9000 km jusqu'à Dubaï, le paquebot doit faire une escale technique au port de Fremantle. Mais une fois sur place, il y a un problème. 2 navires de croisière sont déjà dans le port de Fremantle avec des cas de Covid à bord. Seule option pour le Magnifica, attendre dans la baie pour un ravitaillement en pleine mer. Et on nous a annoncé que on recevrait une barge de provisions de Fremantle qui viendrait nous réapprovisionner pendant la nuit. Ce réapprovisionnement inédit pour un paquebot prend 2 jours. On est littéralement ravitaillé à la pince à épiler. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un petit bateau qui ressemble vraiment plutôt à des bateaux de plaisance qui viennent déposer des caisses de 2 mètres par 2 mètres maximum. Hein. Je suis même pas sûr. Vraiment, mais au façon 18e siècle avec une mini grue. C'est assez spécial. Une fois l'opération effectuée, le Magnifica entame sa navigation vers Dubaï. Mais en pleine nuit, une très mauvaise nouvelle est annoncée aux passagers. On pensait qu'on allait être tranquille, ok, on partait de Fremantle, on a tout rechargé et tout. Moi je passais la soirée avec des amis, on était au disco et le disco ferme et sur tous les écrans sont affichés que finalement le port de Dubaï est fermé. À Fremantle, un média local a, pour je ne sais quelle raison, inventé une fake news. Elle dit que nous avons des centaines de passagers contaminés sur notre bateau. Cette nouvelle a fait le tour du monde en quelques secondes. Et évidemment, elle est arrivée à Dubaï. Et maintenant, Dubaï ne veut plus. Nous sommes alors le 29 mars. Les passagers n'ont pas touché terre depuis 15 jours. La 14e est passée et aucun cas de Covid n'a été détecté à bord. Mais à cause de la fausse information sur des centaines de personnes infectées sur le navire, le Magnifica se retrouve de nouveau sans port de débarquement. Sachez que tous ces changements soudains sont hors de notre contrôle. Ils sont dictés par la situation mondiale très instable qui continue d'évoluer à un rythme très rapide. Ils veulent pas de nous. Ils ont fermé le port. Voilà, on n'aime pas tout maudit. Voilà. On est les pestiférés de la flotte. En Australie, on nous dit de partir. À Dubaï, on n'est plus les bienvenus. Alors, Bon, ceci dit, on n'est pas trop mal sur le bateau. On est très bien, ouais. Mais bon, on aimerait bien savoir où on va quand même. On fait des cercles, on tourne. Autour des côtes australiennes. Autour des côtes australiennes, on tourne. En attendant que le capitaine ou quelqu'un nous dise ce qu'on peut faire en fait. Le 2 avril, excellente nouvelle, la compagnie obtient finalement l'autorisation d'un débarquement en France, à Marseille. Alors que la moitié de l'humanité doit se confiner, à bord, la vie de bateau peut reprendre. Et là, maintenant qu'on sait qu'on rentre sur la Méditerranée, la gaieté a repris le dessus. On se laisse vraiment aller là. On peut échanger avec les gens, on peut s'embrasser si on veut s'embrasser. On n'a pas tous les soucis que malheureusement le reste du monde vit. On a bien compris que les gens sont confinés, qu'ils ne peuvent pas sortir, tout ça, mais on ne le vit pas, on le voit, on voit les gens parler, on voit comment ça se passe, mais on ne le vit pas, on ne sait pas, on ne mesure pas l'étendue un peu des conséquences là. Ouais.
tu vois, ben, on est bien. Hein. Ils nous voient, on nous offre le champagne. Écoute, que dire de plus sur un confinement comme ça? À la santé de tous. À la santé des confinés. Désolé pour vous. La nôtre est bonne pour l'instant. Nous, on est pas trop mal. On a été filmé par un hélico pour voir si on était malheureux et on était en train de danser, de jouer. Non, ça va. D'accord, dans le bateau, ça va. Les passagers veulent qu'on ralentisse pour profiter du bateau plus longtemps. On a les jeux, l'animation est encore présente et tout ça, donc de ce côté-là, on n'a pas... Pas de légumes à éplucher, pas de course à faire. Voilà. Et du papier hygiénique à profusion. Ah oui, c'est ça. Nous, apparemment, il y a des problèmes de papier. Nous, ça va. De ce côté-là, on est bon. Coucou Douro-Walou, seul dans le jacuzzi, c'est trop bien. On est trop bien. Voilà, Royal Impérial. La vie est belle. C'est un bon confinement, ouais. On va dire. On n'a pas à se plaindre. Ah non, à mon avis, on doit être les plus heureux du monde et je pèse mes mots en ce moment. Je pense aussi. Le 10 avril, 25 jours sans escale sont déjà passés. Et le Magnifica est le dernier paquebot de croisière au monde à continuer à vivre normalement. Toujours garanti 100% sans coronavirus, encore toujours pas de cas. C'est génial, on est un mini-état où il n'y en a toujours pas. Donc ça c'est très agréable. 3000 habitants sans coronavirus, on doit être les seuls au monde. C'est bon, bravo. On a une petite routine qui s'est installée, mais qui est plutôt agréable. On est confiné avec plus de 1000 personnes, donc on est content de pouvoir avoir une vie sociale qui continue finalement. On va au restaurant. On continue à danser et aller en soirée, donc on est plutôt satisfait de ce confinement-là, si on peut parler comme ça. Le mercredi 15 avril, après 32 jours sans voir la Terre, les passagers entament la remontée d'un canal de Suez confiné pour 10 heures d'une traversée extraordinaire. Et la dernière fois qu'on a vu la Terre, c'était Sydney. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de voir ce canal de Suez, donc on en profite vraiment. Si cette croisière de presque 4 mois, dont 45 jours passés en quarantaine, a pu être épargnée par le coronavirus, c'est grâce à cet homme, le capitaine Roberto Leotta. Lors d'une soirée spéciale, il s'adresse une dernière fois à ses passagers. Alors que dans le monde entier, les gens vivent séparés et isolés les uns des autres, ici, à bord du Magnifica, nous avons pu continuer à vivre normalement et tous ensemble. Merci à vous de nous avoir permis de faire face à ce long retour à la maison, unis comme une vraie famille. Du plus profond de mon cœur, merci beaucoup. Le capitaine ne s'attendait pas à une telle ovation. C'était très émouvant. Vraiment émouvant. C'était même difficile pour moi de parler parce que je sentais que tout le monde était très ému. Pour les passagers comme pour moi, cette journée a été bouleversante. Aujourd'hui, on le remercie tous parce qu'il a eu vraiment
il a pris vraiment les décisions qu'il fallait prendre et les bonnes, quoi. Et aujourd'hui, si personne n'est malade à bord, on est encore avec les membres d'équipage à peu près 2600 personnes. Voilà, avoir 2600 personnes saines sur un navire, c'est grâce à lui. Pour les passagers, le navire a été un véritable cocon protecteur depuis l'Australie. Alors, à 3 jours de leur retour sur la terre ferme, angoisse et appréhension s'emparent à nouveau des croisiéristes. Quand on regarde les informations tous les jours, on voit que ça ne s'améliore pas du tout. On arrive sur la terre, c'est l'enfer. Et on ne sait pas en quel état on va retrouver notre pays quand on va rentrer. Retour à la cabine. Et là, tout le monde a mis la valise devant la porte. Et on va rentrer tout doucement chez nous demain. J'appréhende le retour en Europe et à la maison. Tout simplement parce qu'on va devoir passer à des endroits infectés, mais très infectés. Alors que tant qu'on est sur le bateau, on n'est pas en contact. On n'a jamais été confronté réellement à ce virus depuis notre départ. On est en sécurité, là. On sait qu'on est en sécurité. Et je redoute parce qu'après avoir vécu autant de semaines magnifiques et retomber dans la vraie vie, ça va faire quand même un drôle d'effet. Le 20 avril, au petit matin, le Magnifica accoste dans le port d'une Marseille confinée. Après une quarantaine forcée sur le navire, toutes les précautions sont prises par la compagnie pour éviter aux passagers tout contact avec le virus. Un débarquement au compte-gouttes. Christophe! Interdiction à toute personne étrangère de rentrer dans le terminal. Et des bus affrétés par dizaines pour accompagner les passagers au plus près de chez eux, sous escorte policière. La famille Leclerc, elle, a pu prendre un taxi pour se rendre à l'aéroport. Et ben voilà, on est de retour en métropole et je suis escorté tel un président de la République. Hein? Pas d'accord? On a le droit à l'escorte jusqu'à l'aéroport de Marignane. Ça y est, on est arrivé. On va mettre des gants, on va essayer de se protéger, se prémunir dans ces conditions de retour difficiles. Hop. La famille fait ses premiers pas dans un monde confiné. Un dur retour à la réalité pour Christophe. Là, on se rend compte qu'il n'y a pas âme qui vive. Un aéroport comme Marignane, qui est un endroit très vivant, il y a toujours du monde. Et là, on est les seuls passagers pour l'instant. Pour réduire au maximum les risques d'être contaminés, ils ont décidé de passer la nuit ici, dans un décor bien différent de celui du Magnifica, en attendant leur vol pour Paris le lendemain matin. Alors, notre vol est à quelle heure? Il n'est pas encore dessus. Ah, on va attendre. Cancel, moi j'adore. Ils ont intérêt de ne pas être cancel demain parce que sinon... La famille prend ses quartiers. Bon, alors là, ça sera le lit de Soso, le lit de Hogan, le lit de papa et le lit de maman. C'est ça, parfait. Voyez-vous, les bébés ne reçoivent plus... T'as grandi? Oui. C'était bien le tour du monde? C'était bien. Il a eu son diplôme du plus petit voyageur, tour du monde en 104 jours. T'es mort de rien. T'es mort de rien. T'es mort de rien. Ouais, une belle aventure humaine. Après, c'est vrai qu'on a découvert des pays merveilleux, des cultures différentes, des super paysages. Mais je pense que le gros gain qu'on aura, c'est d'un point de vue humain. Pour les autres membres du groupe Les Amis du Monde, c'est à la gare Saint-Charles à Marseille que le moment est venu de se dire au revoir. Je crois que tu l'as mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers? Oui. Il faut que... Comme mon caleçon peut-être. Si c'était à refaire, on la referait cette croisière. C'était juste extraordinaire. Même avec les 40 jours sans problème.
Ah oui, sans problème. Et pourtant, c'était une grosse appréhension ces 40 jours pour beaucoup de personnes. Ouais. Tout le monde dans le même bateau. Bah ouais. Ah ça tu peux le dire. Ça nous a rapprochés. Moi ce matin, j'avais l'impression vraiment de quitter ma maison, quoi. C'était chez nous, voilà, nos habitudes, nos ci, nos là, et ça fait un sacré effet, quoi. C'est quand même un déchirement, malgré qu'on soit content quand même de retrouver notre famille et de poser enfin les pieds sur terre. Mais oui, quitter nos amis, c'est dur. Les deux couples habitent à 6000 km de distance. Alors pour eux, la séparation est encore plus difficile. Ouais, non, c'est clair que... Ben ouais, voilà, c'est au-delà de l'amitié, c'est clair. C'est clair. On se revoit, c'est sûr. Ouais, bye. Dire que tu vas me faire prendre l'avion. Ça, c'est pas mal. Je suis vraiment contente de vous avoir. Ah ouais, moi aussi. Très très belle rencontre. Ma poule. Alors, aussi. On s'appelle et tu me parles. Hein? Bon retour. Là, ils font un tour d'honneur. Arrêtez de faire les fous ici, vous. Ouais, une belle aventure qui se termine là. Maintenant, chacun retourne chez soi et puis il retrouve ce nouveau monde là. Et puis on va en garder un super souvenir, ça c'est certain. Notre aventure avec les amis du monde. C'est moi qui ai trouvé le nom. Les amis du monde. Pour tous, cette croisière a permis de tisser des liens extraordinaires. Depuis cette aventure, Odile, Christophe et leurs enfants ont repris leur vie en Guadeloupe. Keegan, le petit dernier, a fait ses premiers pas et compte aujourd'hui 8 dents. Pour Corinne et Laurent, rentrés au Québec, cette croisière a été plus qu'une revanche sur la vie. En 4 mois, Corinne a fait davantage de progrès qu'elle ne l'imaginait. Elle marche aujourd'hui avec beaucoup plus d'assurance. Il n'y a plus qu'une main. Allez, c'est parti. Bon, là, Corinne qui fait ses exercices, je vais vous montrer qu'elle n'a pas lâché le morceau. Et puis c'est ça, là on a déjà fait un peu plus de 100 mètres. Elle tient à son fauteuil, puis moi je suis avancé au fauteuil tout doucement. Et puis on marche. Ça se passe bien. Les exercices qu'on a fait pendant 4 mois, ils payent. Je sais pas si on voit bien. Je vais un peu vite là. Je regarde pas ce qui fait que ça j'accélère le fauteuil, puis obligé de courir derrière. Bon, on fait des gros bisous. Bye.